Communication, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre, tout simplement. C'est ça qui est difficile. Enfin, moi, en tout cas, je vois les personnes qui viennent. A priori, ils n'ont pas de problème à communiquer au sens où on l'entend, c'est-à-dire à parler. Mais en fait, la communication, c'est pas parler. La communication, enfin, encore une fois, c'est mettre en commun. C'est l'étymologie du mot. Coach, c'est le coach. Donc c'est un mot français qui émigre en Angleterre, qui devient coach. Et c'est le coach, c'est celui qui est devant la diligence, enfin c'est pas une diligence, et qui accompagne en fait la personne. Il ne décide pas de la direction. C'est la personne qui rentre dedans, qui dit moi amenez-moi à tel endroit. Et le coach, il l'accompagne. C'est exactement ça un coaching. Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métier, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec toi, Xavier. Je te remercie d'être venu. Bonjour Marine, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir, je suis ravie de te recevoir. Et donc, les amis, aujourd'hui, on va parler de toi et de ton métier, de ta passion. On va reprendre tout ton parcours, par ordre chronologique. Mais du coup, tu es actuellement, pour résumer, tu es coach et formateur. C'est ça, je suis coach en développement personnel en entreprise et du coup, je fais également des formations sur tout ce qui est plutôt enjeu auprès de leaders, dirigeants, globalement. Ok. Trop cool, trop intéressant. En plus, j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui fait ce métier, donc trop cool. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, moi j'aime bien faire par ordre pour que les auditeurs comprennent, du coup, d'où c'est parti, ou même d'ailleurs tes études, comment t'as commencé? Est-ce que t'avais fait des études pour ça ou pour autre chose? Ouais, alors en fait, moi j'ai un parcours qui est original, je dirais, puisque je suis à l'origine architecte des PLG. J'ai commencé à travailler dans un cabinet international Architecture Studio sur différents projets assez prestigieux, la réhabilitation de la Maison de Radio France, un complexe immobilier de 10 000 m² à Nîmes, la ZAC Port-Marianne, Parc Marianne à Montpellier. Et à côté de ça, je faisais du théâtre. Okay. Et un jour, c'est quand même posé de manière assez nette la question de ne pas me sentir à un vrai endroit de ma vie où je me disais, tiens, je suis en train vraiment de vivre ce que j'ai envie de faire, ça manque de sens, je me voyais trop sur des rails, concrètement. Et en fait, j'ai poursuivi cette démarche en rompant et en m'inscrivant au cours Florent, donc une école de formation de l'acteur. Donc, je faisais du théâtre, donc ça a été vraiment, non pas une rupture, une reconversion, mais ça a été une forme de continuité en réalité. Ce qui est intéressant en architecture, c'est qu'on est toujours en train de projeter sur ce qui va se passer à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans sur des projets d'urbanisme, comme celui de Montpellier. Et l'art du théâtre, c'est l'art de l'instant présent. C'est l'art d'être vraiment, de développer sa présence, de développer son leadership, etc. Donc je fais ces études au cours Florent. Et puis là, au cours Florent, je vis potentiellement plus de choses en termes d'intensité, de compréhension de ce que j'étais, de ce que je voulais faire, etc., que sur 10 ans d'architecture. Okay. Et puis naturellement après j'ai été acteur, metteur en scène, j'ai travaillé sur différents projets et au fur et à mesure sont venus se greffer là-dessus pas mal de demandes d'accompagnement, d'abord sur de la communication, prise de parole, développement du leadership, mais aussi du management, puisque c'est de là que je venais au fait concrètement avec l'architecture. Ouais. Et j'ai continué en fait cette démarche qui était une démarche que je faisais artistiquement sur le développement de ce qu'on appelle l'incarnation, comment j'incarne un personnage, comment je l'interprète, comment je développe ma présence en scène, etc., etc. Et au fait, cette démarche avait un écho très fort chez les personnes que j'accompagnais en réalité. Et en fait, ça a été un champ d'expérimentation aussi, le théâtre, pour développer aussi une pratique de coaching concrète que j'ai après rendue plus académique, puisque je me suis formé, et là, pour répondre directement à ta question, à Paris 2 Panthéon-Assas en développement personnel en entreprise, donc vraiment un diplôme de coaching. Et puis j'ai poursuivi cette démarche académique aussi pour structurer, je dirais, ma compréhension du coaching et de l'accompagnement des personnes avec un diplôme d'artiste pédagogue au Conservatoire de Paris. Donc ça a été un peu cette continuité. Puis aujourd'hui, maintenant, je dirais, il y a plus tellement d'écart dans ma formation et en même temps dans ma pratique professionnelle, puisque mon travail artistique fait directement écho au coaching et vice-versa. Ok.
Mais c'est-à-dire que alors déjà, c'est vrai que rien à voir avec l'architecture de base. Et comme tu dis, c'était limite l'opposé. Comme tu dis, c'était architecture, quelque chose de vers l'avenir, etc. Enfin, mental. Et alors que là, je trouve ça intéressant que du coup, tu t'es posé la question d'être dans quelque chose qui est complètement dans l'instant présent. Donc, rien à voir. Et déjà, je trouve aussi très bien que tu te sois posé la question parce qu'il faut que, je trouve, en tant qu'humain, on mérite tous de faire quelque chose qui donne du sens, donc de faire quelque chose qui nous plaise. Donc je trouve ça trop cool. Mais donc du coup, ouais, c'est-à-dire que t'as repris des études pour peaufiner le fait de coacher, c'est ça? Ouais, alors déjà, je rebondis sur le rien à voir. En fait, pour moi, ça avait complètement à voir, puisque ce qui m'a amené en architecture, c'était aussi le goût de l'humain, concrètement. Quand on conçoit un bâtiment, il y a vraiment une vision de comment j'ai envie que les personnes se sentent dans un espace. En fait, on se rend vite compte, dans un appartement, dans un studio, en fait, concrètement, on va pas avoir le même ressenti selon les dimensions, selon les perspectives, selon la lumière. En fait, on vient créer un espace, mais c'est pas créer un espace pour le créer d'un point de vue juste mégalomane. C'est au contraire, c'est d'imaginer comment les personnes vont se sentir dans cet espace, en fait, concrètement. Donc pour moi, ça a été une continuité, c'est-à-dire je m'intéressais vraiment à l'humain, concrètement, et en réalité, je me suis rendu compte que moi, construisant des projets pour les autres, je me disais, mais ok, super, je le fais pour les autres, mais finalement, moi, où je suis dedans, et j'étais un peu dans cette projection, soit future du projet, soit quand on suit un projet, on le suit, il a déjà été abouti. Donc, il n'y a jamais vraiment cette instantanéité qu'en revanche, je trouvais au théâtre, qui était vraiment une sorte d'aboutissement vraiment de la pensée. Et donc, effectivement, après, j'ai eu des accompagnements. Et j'avais une démarche qui était très empirique parce qu'elle était à la fois artistique d'un côté sur un plateau de théâtre ou de cinéma, bien sûr, avec un vrai développement personnel évidemment de moi, mais ce développement-là, je le mettais au service des personnes que j'accompagnais. Et donc les diplômes, que ce soit à Assas ou au Conservatoire de Paris, m'ont permis juste de structurer, parfois mettre des pensées, des théories concrètes sur l'accompagnement humain. Donc ça a été, je dirais, une mise en théorie de pratique que je faisais déjà, concrètement. Ok, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, tu étais déjà dans ce qui est le plus, à mon sens, le plus important, le plus difficile, en fait, c'est la pratique. Mais ça peut être intéressant aussi, oui, d'avoir toute la théorie, la structure peut-être mentale pour... ok. Et puis il y a une chose aussi en coaching qui est assez intéressante, et je pense qu'il y a aussi le cœur de la formation qu'on peut faire dans un master 2 de coaching à Assas. C'est pas tant la théorie non plus qui est intéressante. Évidemment, c'est un terreau dans lequel naissent des idées, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur soi. En tant que coach, il faut absolument pouvoir, je dirais, écouter activement la personne qu'on accompagne, comprendre ses enjeux, puisque surtout, moi, je travaille avec des personnes qui dirigent des équipes, vivent des vrais conflits. Donc, moi, l'accompagnement a des vraies conséquences dans la vie réelle des gens. C'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trait d'union, quel espace pour atteindre les gens. Là, je peux les atteindre directement sur un plateau de théâtre, mais en coaching, c'est-à-dire concrètement, là, maintenant, tout de suite, il y a un problème dans ton équipe, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ça représente cette situation pour toi? Etc., etc. Donc, cet accompagnement, il a vraiment un impact très, très concret. Est-ce qu'il faut aussi avoir de l'empathie, du coup? Parce que c'est-à-dire que les gens viennent te voir... pas désespérés, mais ils ont vraiment besoin de toi. Du coup, surtout quand c'est des conflits au travail, la gestion d'équipe, eux, c'est toute leur vie. Et donc, quand ils viennent te voir, je pense qu'il faut avoir quand même une part d'empathie, non, pour... Alors, effectivement, l'empathie, ça reste peut-être une des premières pièces à mettre en place. Mais je pense que là, si on n'en a pas, effectivement, c'est pas le genre de métier qui peut faire écho globalement. Parce que Et quand je parle d'empathie, il faut vraiment... là, c'est un truisme que je dis, mais c'est évident, on parle d'empathie, on parle pas de sympathie. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est aussi d'avoir la capacité, justement, à ne pas juger la situation, parce que en coaching, les situations des personnes, et ça arrive parfois des situations où les personnes sont confrontées à des choses dramatiques, des morts, enfin des choses très graves. Et il faut arriver à regarder ça avec justement empathie, pas de jugement. Exactement, il faut que la personne se sente accueillie, qu'elle puisse très librement exposer sa problématique professionnelle, qu'elle puisse s'en libérer pour pouvoir justement échanger, qu'on puisse réfléchir ensemble. Alors moi, je ne suis pas consultant, je ne suis pas là pour donner des solutions, mais je suis là pour justement permettre à la personne de prendre du recul sur sa situation et de pouvoir la déplacer.
interroger son contexte professionnel, son écosystème, je dirais, pour comprendre où elle est, d'où elle part, où elle a envie d'aller, même réinterroger ses objectifs professionnels. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce master en coaching, c'est non pas juste une boîte à outils qu'on vient apprendre empiriquement, etc., ou de manière très théorique. Au contraire, c'est plutôt nous sommes, en tant que coach, notre premier outil pour justement travailler sur cette empathie que tu décrivais, cette suspension de jugement, et puis même de confiance absolue sur l'autre. Et en fait, c'est vraiment cette confiance qu'on accorde à des personnes qui professionnellement n'en ont pas toujours, en eux ou vis-à-vis de leur entourage dans ce qu'ils font eux, qui est très transformant en réalité. Ils se retrouvent face à quelqu'un qui croit en eux. Oui, ça donne comme un soutien qui peut les aider à traverser ces épreuves. Est-ce que en coaching, c'est... Par exemple, on va prendre, je sais pas, un manager dans une entreprise. Est-ce que c'est souvent les managers, par exemple, qui viennent d'eux-mêmes ou c'est parce que c'est leurs supérieurs qui leur ont demandé? Est-ce que, par exemple, je sais pas comment formuler ma question. Est-ce que les personnes viennent d'eux-mêmes ou c'est parce que souvent, c'est plus au-dessus qu'on leur a ordonné, tu sais, de venir te voir ou... Oui, il peut y avoir plein de cas de figure très différents, concrètement. Évidemment, parfois, il peut y avoir des coachings qui sont imposés. Souvent, ces coachings, c'est un peu compliqué, c'est qu'ils sont biaisés à la base, puisque un manager est en train de dire à son collaborateur qu'il a un problème. Donc, à la base, la demande est un peu bizarre. Donc, forcément, c'est toujours très suspect, ce genre de coaching, puisque, en réalité, derrière, il y a aussi la question de vouloir se séparer de quelqu'un, etc. Donc, la question du coach, son éthique personnelle, c'est est-ce que je m'engage dedans? Est-ce que je l'accompagne? Si la fin du coaching est déjà signée d'avance parce que la personne est censée quitter la boîte, en fait, c'est pas très éthiquement, je dirais, ni transformant, ni utile. Voilà. Et puis, ça sert, à mon sens, à pas grand-chose. En réalité, un vrai coaching, c'est une démarche volontaire d'une personne. Alors évidemment, ça s'adresse à tout type de personnes. Hein. C'est pas uniquement des cadres, mais ça peut être aussi des collaborateurs. Ça, il y a aucun problème. Et c'est vraiment cette démarche volontaire d'une personne qui est face à une problématique professionnelle qu'elle a envie d'arriver à atteindre, qu'elle n'arrive pas à atteindre, malgré des efforts de sa part, par exemple, je sais pas, une formation, un intérêt, mais elle n'arrive pas à changer. Et donc, le coach vient justement l'accompagner dans ce désir de transformation. Mais donc, ça part vraiment de la personne. Le coach n'est pas un consultant, parce que c'est vrai que parfois, on peut aussi... c'est pas un mot qui est protégé, le coaching, donc parfois, il y a des gens qui se l'approprient, qui ne sont pas forcément diplômés ou certifiés, etc. Ouais. Et donc, on pense tout de suite coach sportif. Et on imagine qu'un coach, c'est quelqu'un qui va te crier dessus en disant « fais-le, fais-le, fais-le ». Ouais. Mais pas du tout, c'est pas ça du tout du coaching. Ça, c'est plutôt effectivement ce qu'on peut imaginer d'un mauvais coaching sportif, avec quelqu'un qui te hurle dessus, mais c'est... Voilà, l'agressivité n'a jamais transformé qui que ce soit. Ouais, je pense. Mais c'est vrai que alors je sais pas si ça vient de là le mot coach, mais c'est vrai qu'on l'associe beaucoup au sport. C'est vrai que c'est tous les sportifs en ont, etc. Mais oui. Alors coach, littéralement, l'étymologie, c'est en anglais, mais littéralement, coach, c'est le coach. Donc c'est un mot français qui émigre en Angleterre, qui devient coach, mais c'est le coach, c'est celui qui est devant la diligence, enfin c'est pas une diligence, voilà, mais qui ouvre, et qui accompagne en fait la personne. Et, la personne ne décide pas, le coach, il ne décide pas de la direction. C'est la personne qui rentre dedans, qui dit moi amenez-moi à tel endroit. Et le coach, il l'accompagne. C'est exactement ça un coaching. J'ai envie d'atteindre tel objectif professionnel. Ok, je demande à un coach et le coach va m'accompagner dedans, dans ce chemin. Ah, je savais pas que ça venait de là, c'était français. Et puis à l'origine, c'est un mot français. Ok. Trop bonne anecdote. Notez les amis. Je savais pas du tout. Ok. Et est-ce que c'est donc toi c'est plus tourné vers l'entreprise, etc. Ou est-ce que tu fais aussi pour je sais pas pour des questions vraiment de développement personnel et avec pas forcément un but, un objectif professionnel? Ouais. Alors moi je travaille exclusivement en entreprise pour différentes raisons. La principale étant vraiment ça permet de définir d'abord un objectif clair. Ça permet également de ne pas créer forcément une dépendance vis-à-vis du client, concrètement. Le risque
coaching hors contexte professionnel, c'est de créer une dépendance vis-à-vis du client, c'est-à-dire je veux prendre confiance en moi, etc. En fait, le coaching potentiellement ne peut jamais avoir de fin puisqu'il n'y a pas un attendu de la part d'une direction. Là, le principe du coaching, c'est de dire on va limiter ça dans le temps à, 8, 10 séances qui vont être étalées peut-être sur 6 mois, 1 an, et ce qui va permettre vraiment d'avoir une fin. Exactement, de créer une fin à l'accompagnement, donc avec aussi cette capacité à se transformer. C'est la fin qui permet aussi le changement, c'est-à-dire qu'il y a un résultat, il y a un endroit où on veut arriver. Oui, c'est vrai que si c'est effectivement sans fin, un peu comme... Alors, je compare pas ce que tu fais à un psy, mais je viens de penser à ça. C'est vrai que du coup, ça pourrait durer 10 ans, en tout cas sur un sujet comme la confiance en soi, qui est vaste, tu vois. Exactement. En fait, le coaching, il a la frontière, en fait, entre un psychothérapeute, c'est-à-dire on va s'intéresser à la personne, à ce qu'elle a vécu, mais on va pas s'arrêter dessus, on va pas creuser forcément là-dedans. On se dit, ok, tu viens avec tout ça, voilà où tu es aujourd'hui, le passé peut parfois s'inviter dans le présent. On a des situations qu'on est en train de revivre professionnellement dans son entreprise, en réalité, qui ont une origine, je dirais, du passé de la personne. Donc, il y a un aspect psychologie, mais on est à la frontière avec aussi cette demande de résultats, donc qui pourrait s'apparenter à de la formation ou du consulting, etc. Mais ça n'en est pas non plus. Donc, on est vraiment sur une crête où on va vraiment accompagner la personne sur ses objectifs qu'elle a définis, elle, et interroger ses objectifs pour l'accompagner. Donc on s'intéresse à la personne sans s'arrêter, on s'intéresse au passé de la personne sans s'arrêter dessus. Oui, ça te donne des infos et après t'as besoin, mais c'est logique, de l'environnement aussi, du pédigré de la personne. Exactement. Et pour compléter, c'est-à-dire effectivement on s'intéresse à la vie professionnelle de la personne, c'est de l'atteinte des résultats, d'objectifs, etc. Mais concrètement, d'abord, un coach n'a pas une obligation de résultat comme un médecin, c'est-à-dire ça dépend de la personne. C'est qu'un accompagnant. Si le coach accompagne quelqu'un qui ne veut pas changer, ne veut pas se transformer, il n'y a aucune chance d'atteindre quoi que ce soit comme résultat. C'est sûr. Donc ça dépend vraiment, c'est la personne, cet humain-là qui est au centre de l'accompagnement. Oui. Et surtout, pour tout ce qui est management, etc., je pense on n'est pas forcément tous faits pour ça. Mais en plus, des fois dans les entreprises, on devient manager parce que, par exemple, soit ça fait longtemps qu'on est là, soit parce qu'on est bon dans ce qu'on fait. Mais c'est pas non plus inné, je trouve, déjà de vivre en société. On a tous des caractères différents, mais en plus, quand t'es manager, moi je le suis pas et j'ai jamais été, mais j'imagine que ça doit pas être évident de traiter avec l'humain, etc. Sans être méchant ni rien, mais de communiquer, de savoir tout ça. C'est pas... Je pense que c'est pas inné pour tout le monde, donc c'est bien que ça existe, parce qu'effectivement, ça s'apprend comme tout, en fait. Comme une compétence vraiment que tu peux avoir sur l'ordinateur ou plus concrète. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une compétence ou un savoir-faire, je sais pas. Tout à fait, mais tu mets le doigt sur quelque chose de super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore voir le management comme un endroit de promotion. Tu as été bon dans ton domaine, tu es devenu expert, tu as arrivé à une sorte de plafond de verre dans ton expertise. Donc, pour te faire progresser, parce qu'on veut le faire progresser, le garder dans la boîte, mais on va te nommer manager. Mais en fait, le management, c'est un autre métier. Et donc, la personne peut être tout à fait experte en tant que technicien dans un domaine très spécifique, mais incapable de gérer de l'humain. Donc, là aussi, il faut suivre des formations, il faut se former. On peut bien sûr l'apprendre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais effectivement, ce n'est pas inné. Et est-ce que ça peut être... les questions me viennent comme ça, mais est-ce que ça peut être aussi... Alors, tu as des objectifs, mais aussi, est-ce que ça peut être juste dans... Par exemple, un dirigeant qui est vraiment tout en haut, la prise de parole, pas l'apparence, mais l'aura, tu sais que la personne peut peut-être travailler, ou est-ce que tu fais ça ou... Ouais, tout à fait. Alors, en fait, on désacralise beaucoup de choses, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de mots, l'aura, le charisme, leadership, qui parfois peuvent être aussi des mots qui sont un peu dénaturés, mais moi j'aime bien parler plutôt de présence. On a un mot français qui est très beau et en même temps qui s'accorde à la temporalité. Pour moi, la présence, ça fait directement écho à l'instant dans lequel on est, l'art d'être là, réellement présent face à quelqu'un, et c'est ça qui, je trouve aussi, crée un trait d'union entre les grands leaders. Ils ont cette capacité à avoir de la répartie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont réellement présents, ils sont réellement à l'écoute, ils sont réellement attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et oui, il y a beaucoup de dirigeants, même c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que plus ils progressent, plus... et puis ils sont à l'aise, etc. Ouais. Et parfois, mais en réalité, il y en a effectivement qui ont des vraies fragilités de communication, sauf qu'arriver à un certain niveau, c'est plus difficile de l'admettre aussi. Et souvent, en fait, ça crée d'autant plus
je dirais, un malaise auprès de ces personnes, qu'elles ont du mal à l'assumer. Et encore une fois, il faut aussi définir ce que c'est. Il y a plusieurs contextes de prise de parole. On peut être tout à fait à l'aise face à son équipe. Et en fait, en progressant, on se retrouve face à des médias. J'accompagne aussi des dirigeants qui n'ont aucun problème à communiquer face à leurs équipes, parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils travaillent 7 jours sur 7 avec eux, pour certains parfois, qui ont des rythmes incroyables. Et en réalité, dès qu'ils se retrouvent sur une conférence en public, une table ronde, face à un média, là, d'un coup, il y a... Oui, c'est l'inconnu en plus. C'est l'inconnu, Ouais. c'est compliqué, quoi. C'est vrai que enfin, c'est peut-être cliché, mais comment dire, c'est assez stressant de parler en public. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Je fais partie vraiment de la population, de la masse de la population, tu sais, j'ai jamais fait de discours, mais je pense que ça me stresserait un petit peu. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que du coup, il y a beaucoup de regards sur Je te soi. propose un petit coaching, Marine. Il y a aucun Petite problème. réduction de 10%. Ouais. Mais plus sérieusement, effectivement. Alors, Mais est-ce que tu as une... Oui, alors il y a toujours des études qui sont en réalité un petit peu fausses, mais c'est plus une manière de dire, ou c'est une étude qui avait été publiée dans une université américaine qui plaçait la peur de parler en public au-dessus de la peur de mourir. C'est-à-dire, statistiquement, les gens avaient moins peur de mourir que de parler en public. Jerry Seinfeld, qui est un comédien, avait cette blague en disant les gens préfèrent être, lors d'une oraison funèbre, être dans le cercueil plutôt qu'en train de faire l'oraison, quoi. Mais au-delà, évidemment, de la blague et au-delà de la statistique, qui est en réalité un peu fausse, parce que c'était auprès d'étudiants, il a reformulé la question différemment, le professeur d'université. Ça arrive vraiment, effectivement, en premier lieu. Vraiment. Ça arrive vraiment parmi les peurs les plus importantes. Et c'est assez étonnant, parce qu'en réalité, là aussi, ça s'apprend, en fait, concrètement. Il n'y a pas de problème. Et moi, je fais, par exemple, des formations, justement, sur de la prise de parole à enjeu, justement, à destination d'équipes, de leaders, etc. Et en très peu de temps, en fait, on peut prendre beaucoup de plaisir quand on comprend ce que c'est que communiquer. Communiquer, c'est tout simplement se mettre en relation avec l'autre, c'est tout simplement mettre en commun, c'est l'étymologie du mot, et c'est juste une question de partage, en fait. Ouais. Ouais. Oui, peut-être qu'à la base, on n'était pas, en tant qu'humain, fait pour avoir autant d'attention. Peut-être que c'est pour ça que c'est une peur qui est vraiment ancrée. Mais en même temps, avec le monde actuel, dans 2026, j'allais dire 2025-2026, ça fait partie de notre monde, des sociétés, des entreprises, des médias, comme tu dis. C'est quelque chose qui... Et même dans d'autres domaines, la prise de parole fait partie de notre société. Donc, c'est très utile, très important. Oui, tout à fait. Alors après, on est aussi, je pense, aussi un peu culturel. C'est-à-dire qu'en France, on est beaucoup plus, je dirais, dans une culture un peu cartésienne. On va mettre en avant plutôt l'analyse, la théorie. On va avoir tout un travail plutôt de thèse, de fond, d'arguments. On a tendance à opposer justement le travail de fond au travail de forme. Dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus à l'aise. J'ai même été surpris d'apprendre qu'aux États-Unis, dès le plus jeune âge, même en maternelle, il y avait des petits cours de prise de parole en public pour les plus petits. Donc il y a vraiment une autre culture. Et évidemment, quand on arrive dans la vie professionnelle, on voit directement qui est français, qui est anglo-saxon en termes de prise de parole en public. Ouais. Et donc c'est juste, la prise de parole en public, c'est juste la question de partager ce qu'on a à dire. C'est pas du tout de diluer le fond. Oui, non mais c'est vrai qu'on aurait à apprendre des anglo-saxons effectivement qui sont beaucoup plus à l'aise et qui sont plus simples aussi, je trouve, quand ils s'expriment. Ils se prennent peut-être moins la tête, je sais pas, mais c'est, comme tu dis, c'est peut-être culturel où ils... C'est de l'habitude professionnelle. Après, ça crée aussi un autre biais, c'est-à-dire que eux, du coup, ont une plus grande pression sociale aussi sur la prise de parole en public. C'est-à-dire s'ils sont pas bons, c'est compliqué pour eux, quoi, globalement. Alors qu'en France, on peut quand même progresser dans son entreprise sans être très bon en prise de parole en public. Voilà. Ok. Mais le coaching, voilà, là on parle spécifiquement de la prise de parole, mais le coaching, c'est pas que, évidemment, la prise de parole, on a pris cet exemple, mais c'est aussi comment on décide, concrètement. Donc là aussi, des dirigeants d'entreprise qui sont dans des situations, comment j'arbitre telle situation, en fait. Et parfois, il y a des situations, on a parlé de conflits, mais parfois, c'est des grands projets, en fait, assez compliqués. Donc le coach, lui, n'est pas spécialiste dans le projet. Par contre, il est spécialiste de l'humain, des enjeux qui peuvent se passer entre humains, de la compréhension, et donc de donner à la personne, au coaché, une lecture de la situation pour prendre la meilleure décision. Donc c'est ça qui va être intéressant, surtout en coaching. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un exemple, on est parti dessus, mais effectivement, oui, bien sûr, c'est... En fait, ils viennent tous avec leurs problématiques, je pense que... C'est ça. Et tu dois t'adapter, en fait, à qui tu es en face, etc. Est-ce que c'est challengeant pour toi ?
Tu trouves, enfin ton avis vraiment personnel? Alors c'est challengeant, oui et non, c'est-à-dire que encore une fois, moi je suis pas spécialiste du fond, quelqu'un qui aurait un métier très très spécifique dans l'industrie, hein, j'accompagne voilà, en ce moment beaucoup de personnes qui viennent du monde de l'industrie, j'ai pas forcément besoin d'avoir une compréhension technique de leurs problématiques à eux, puisqu'en réalité, quand ils vont arbitrer, c'est pas tant sur un produit, je suis pas consultant, ça va être plutôt sur comment je m'en place tel projet dans ma vie personnelle. Est-ce que c'est le bon projet au bon moment? Est-ce que comment j'entraîne mon équipe avec moi? Comment je conduis au changement, comment j'arrive à développer mon leadership pour être suivi, comment... Donc c'est à chaque fois des questions très humaines, en fait, concrètement. Ouais. Oui, c'est en fait avoir une part peut-être que tu leur apprends aussi d'avoir pour eux-mêmes après pour la suite de la lucidité, peut-être prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Ce qu'on fait pas toujours effectivement des fois quand on oublie, enfin ouais, c'est peut-être une part d'oubli où on est trop dans une machine et dans le concret et dans un cycle. La prise de recul un peu stratégique est essentielle et au fait aujourd'hui un dirigeant ne peut pas avancer sans prendre un temps en fait pour comprendre quelle est la direction et de s'assurer qu'il est toujours d'abord dans la bonne direction, dans une direction qu'il choisit et non pas subit, c'est important. Donc parce qu'on peut très vite se retrouver dans n'importe quel métier, hein, dans cette roue du hamster où les jours passent, les semaines passent, les mois, les années, et on se retrouve parfois à un moment donné en train de se dire mince, je suis à un endroit que je n'ai pas du tout conscientisé, que je n'ai pas choisi, que j'ai subi, et en fait c'est pas du tout ça que je veux faire. Et donc le coaching permet juste de se poser la question avant. Ouais, c'est ça, non mais c'est vrai. Hein. Ce qu'on disait au tout début, que je pense qu'on mérite tous effectivement d'avoir quelque chose dans la vie qui nous donne du sens Exactement. Et qu'on subit pas pendant 2 semaines ou 10 ans, quoi. C'est ça. Effectivement. Alors, est-ce que tu fais encore du théâtre? Alors, je fais évidemment du théâtre. Toujours, j'ai une part d'activité artistique. J'ai travaillé là au Théâtre de la Ville. Alors, c'était assez rigolo. J'ai envie de dire retour à mes premiers amours aussi, puisque c'est de la scénographie. Je travaille actuellement sur d'autres projets qui sont plus des outils un peu de médiation culturelle. Mais encore une fois, c'est évidemment, je ne peux pas tout faire. Donc, c'est plutôt une pratique en même temps qui se font. J'ai travaillé aussi il n'y a pas très longtemps sur un projet aussi, un spectacle de coaching autour d'un outil de coaching qui était la process communication. Donc en fait, à chaque fois, il y a quand même une forte résonance entre mon métier de coach et ma pratique artistique qui est aussi un terrain d'expérimentation, de recherche. Donc, entre guillemets, j'incarne ce que je propose comme accompagnement. Oui, tu lis les deux et en même temps, ça fait partie de toi. Donc c'est forcément, les deux sont en lien. Oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus j'allais dire que ce soit dans le théâtre ou dans le fait de coacher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, je sais pas, qui te fait vraiment plaisir ou c'est le tout peut-être? Alors en fait, en vrai, il y a une richesse incroyable. Alors ça va paraître évidemment cliché, mais c'est moi les problématiques humaines qui me passionnent. Et je retrouve les mêmes, que ce soit au théâtre, au cinéma, que ce soit dans un accompagnement. C'est-à-dire, dès qu'on va parler à quelqu'un, on a accès à une richesse exceptionnelle. C'est-à-dire, passer le côté où on a un peu le masque social et on fait du small talk, etc. C'est super intéressant. On va rentrer un peu dans les sujets profonds et on a les mêmes questionnements. Je dirais que s'il s'agisse d'un leader dans une équipe d'une grande société du CAC 40 ou chez Shakespeare, c'est les mêmes questionnements. C'est le sens, c'est ce qui m'agite à l'intérieur, c'est quelle direction je veux, c'est l'amour, c'est le pouvoir, c'est toujours ces problématiques très humaines. Alors évidemment, Shakespeare les raconte de manière grandiloquente, etc. Mais en réalité, c'est les mêmes problématiques. On travaille que sur de l'humain et je n'ai jamais réussi à m'ennuyer dans une formation que je donne ou un coaching que je donne. Dès qu'on écoute les personnes, on a accès à une richesse qui est impressionnante. Et chaque personne est véritablement différente et va apporter quelque chose. Donc, j'ai presque envie de dire, parfois je suis dans une posture où c'est moi qui apprends, en fait, concrètement de l'autre. Je pense que c'est dans les deux sens. Ouais, c'est un échange, quoi. Mais ouais, je comprends. C'est effectivement, en plus, il y a vraiment ce petit masque social et je pense que c'est pas que la France, je pense qu'il y a voilà, c'est logique, on a tous ce petit masque. Mais une fois que tu l'enlèves, effectivement, tu rentres dans la bibliothèque de la vie des gens, en fait, c'est fou. C'est assez passionnant parce que parfois, tu peux accompagner des personnes, effectivement, qui sont amenées à avoir un pouvoir extraordinaire auprès de milliers de personnes parce qu'ils sont vraiment des dirigeants très haut placés de très grosses boîtes qui gèrent parfois des projets de milliards d'euros, etc. Et je crois que personne ne leur parle comme je peux leur parler, c'est-à-dire d'égal à égal, avec simplicité,
d'humain à humain, j'ai envie de dire. Ouais. Et en fait, c'est ça, cette puissance de la connexion entre juste deux personnes qui se parlent, en fait, réellement. Et non pas à travers un biais de pouvoir, de hiérarchie, d'une attente cachée, dissimulée, Oui, pas du d'un tout. intérêt. Exactement. Ouais, ok. Ouais, j'avoue, ça doit être trop intéressant. En plus, forcément, moi, pareil, je suis très curieuse des gens. C'est pour ça que je fais le podcast de la vie, etc. Donc, ouais, ça doit être très riche et très. Il y a un peu un côté coach dans ce que tu fais, puisque tu vas poser des questions à des personnes, tu les aides à accoucher d'une certaine manière, d'une pensée, etc. Donc, j'ai envie de dire, un peu un point commun. Oui, en tout cas, il y a enfin, je sais pas si c'est la curiosité, mais ouais, un petit point commun de, effectivement, trouver passionnant la vie des gens, effectivement. Du coup, alors, t'as fait donc du théâtre, et tu en fais encore. Mhm. Et du coup, tu es metteur en scène, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est quoi la différence pour moi et ceux qui ne connaissent pas forcément la petite nuance entre metteur en scène et acteur Alors l'acteur lui joue concrètement, il va Ouais. interpréter un rôle et le metteur en scène, il va littéralement le mettre sur une scène. Il va organiser la représentation. Ok. Donc dans l'espace, soit. Il va en fait aussi réfléchir. Alors souvent, il s'accompagne aussi de dramaturge, mais il va, a priori, ça dépend des spectacles, mais partir d'une dramaturgie, d'ailleurs qu'elle soit dansée, chorégraphique ou d'un théâtre, etc. Et donc il va réfléchir sur le texte ou les mouvements pour organiser la forme spectaculaire. Ouais. Après, en revanche, c'est vraiment là une énorme différence, puisque on est dans souvent l'idée d'un spectacle, donc avec une notion de spectaculaire. Et en réalité, ce qui, moi, me passionne aussi au théâtre, c'est justement cette absence de spectacularité, c'est la présence réelle de quelqu'un. Moi, il n'y a rien... Moi, je peux m'ennuyer d'ailleurs devant un film aussi, s'il se passe plein de choses, mais que l'histoire est creuse, concrètement. Oui, ouais, complètement. On a tous en tête des films à gros budget, avec des explosions, etc., mais aucun scénario, aucune connexion entre les acteurs, ils se parlent pas vraiment, bon, ils font semblant, bon, il se passe plein de choses, etc., il y a des cascades, des choses très impressionnantes, mais il se passe rien, j'apprends rien, je m'ennuie, alors que pourtant, à l'écran, voilà, on peut... Et il se passe la même chose au théâtre, c'est-à-dire, tant que j'ai pas cette connexion entre personnes, tant que c'est pas juste, ce qu'on appelle la justesse, que ça paraît spontané, naturel, je dis ça avec des guillemets, en fait, pour moi, il n'y a pas théâtre, quoi. Et c'est un vrai point commun, c'est aussi avec le coaching. Comment on fait pour se parler vraiment, concrètement, développer une vraie présence. De toute façon, c'est difficile, j'ai l'impression, pour les êtres humains de communiquer. Ouais, c'est assez compliqué, globalement. Alors qu'on est des groupes sociaux de parole, hein. Ouais, c'est paradoxal. Ouais. C'est d'arriver à la communication, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre, tout simplement. C'est ça qui est difficile. C'est pas tant, parce que je crois qu'il y a, enfin, moi en tout cas, je vois les personnes qui viennent, a priori, ils n'ont pas de problème à communiquer au sens où on l'entend, c'est-à-dire à parler. Ouais, à faire des phrases, mais en fait, etc. la communication, c'est pas parler. La communication, enfin, encore une fois, c'est mettre en commun, c'est l'étymologie du mot. C'est-à-dire, c'est une idée de communion, c'est écouter l'autre. C'est-à-dire, il y a plein d'exercices, littéralement, que je peux faire en coaching, etc., pour justement permettre à la personne de prendre conscience qu'elle ne fait que parler, s'écouter elle, et qu'elle n'a aucun moment, qu'elle n'est à aucun moment en train d'écouter l'autre. Mais en fait, la base de la communication, c'est l'autre. C'est ce qui se passe au théâtre. C'est pour ça que moi, j'ai fait ce travail très empirique de partir du théâtre pour aller et poursuivre de manière concrète les accompagnements. Mais c'est l'écoute, c'est pas de la théorie. L'écoute, c'est je suis capable de m'asseoir face à quelqu'un et que mon regard ou mon opinion change en écoutant l'autre. C'est ça, parce que très souvent, les gens, ils attendent. En fait, c'est plus des matchs de tennis. Il y en a un qui attend pour parler. Donc, il est en train, genre, d'entendre l'autre. Il va dire ce qu'il pense. Ouais, ok. Mais moi, je voulais dire ça. Mais en fait, t'as rien écouté. T'as pas écouté. Écouter, c'est un acte qui est très beau, mais qui est très difficile aussi. C'est de se laisser transformer par l'autre, en fait. C'est d'accepter ça. Il n'y a pas tant de personnes qui l'acceptent. Souvent, on réagit plutôt qu'on écoute. Ouais, c'est vrai. Hein. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine privé, personnel que professionnel. Non, mais c'est ça. En plus, je voyais exactement, mais moi, mon travail et moi-même aussi, mes collègues, mais ça peut être moi, où effectivement, chacun est campé sur sa position. Alors toi, quand t'es extérieur, tu vois ça parce que ça te concerne pas. Mais par contre, quand c'est toi l'une des deux personnes, c'est pas évident c'est vrai, chacun sa petite position et ouais, on a du mal à... On a peur d'oublier son opinion de départ, mais j'ai envie de dire, si vous l'oubliez, votre opinion de départ, c'est qu'elle ne devait pas être très solide. Donc, autant s'enrichir du point de vue de l'autre, concrètement. Et puis, il y a des fois où tu dois être obligé aussi de faire un peu avec... Enfin, on est nombreux, donc de
de faire en sorte que tout le monde soit aussi un petit peu content. Enfin, surtout au niveau professionnel, il faut trouver des solutions parce que si tu restes bloqué. Ouais, alors après, moi, encore une fois, la communication, c'est pas forcément. Il peut y avoir du conflit. Le conflit est parfois très sain. En fait, c'est d'oser aussi se frotter à une altérité, c'est-à-dire à un regard qui n'est pas le sien. Et aujourd'hui, l'algorithme fait qu'on a souvent tendance à être confronté à des personnes qui pensent exactement comme soi. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est justement de que me dit l'autre, et si ça se trouve, je vais peut-être être pas d'accord avec, mais peut-être que notre pensée, tous les deux, notre chemin va changer, va se modifier. C'est plutôt, enfin moi je distingue beaucoup la collaboration du compromis. Le compromis, c'est qu'une moyenne d'avis, c'est-à-dire on fait, ok, allez, le début sera pour toi, la fin sera pour moi, on fait une moyenne, et les deux ne sont pas satisfaits. Mais la collaboration, c'est assez beau. Je suis capable d'écouter l'autre, de comprendre ses besoins, ses demandes, sa stratégie, etc. pour essayer de, non pas changer la mienne ou confronter la mienne et choisir l'un ou l'autre, mais plutôt de se dire comment ensemble on peut se rejoindre. Ouais. Et quel est ton objectif finalement ? Parce que parfois on s'attache plus à la stratégie qu'à l'objectif final. Et c'est ça le coaching aussi, c'est-à-dire te remettre en perspective. Mais au fait, c'est quoi ton objectif ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ce boulot ? Bah, à l'origine, c'est parce que je veux mettre en sécurité ma famille. Ok, donc c'est pas tant ce boulot qui est forcément nécessaire pour toi. Il y a peut-être d'autres boulots où tu peux mettre en sécurité ta famille. En fait, parfois on s'accroche sur des situations, alors qu'en réalité, les situations en tant que telles, elles n'ont aucun intérêt, quoi. Ouais. Et on imagine tout un monde en se disant, mon Dieu, si je perds ce boulot, bah, en fait... Ouais, non, mais c'est vrai, mais... C'est vrai, en même temps, je pense pas que la plupart des gens, je sais pas, mais se posent ce genre de questions. Alors que c'est essentiel. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour un objectif précis ? Ouais, on devrait plus se poser. Parfois c'est pour les autres, parfois c'est en creux, faire plaisir à quelqu'un. Parfois c'est aussi beaucoup de reconnaissance. J'ai de la reconnaissance à tel endroit, donc j'essaye d'avancer à tel endroit. Mais c'est pas ce que j'aime. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de comment tu arbitres ça. Tu peux vivre avec cette dualité-là, mais le problème, c'est que tu vas pas forcément aller... ça va forcément augmenter et devenir de plus en plus inconfortable. Donc c'est plutôt... parce qu'il ne faut pas se poser la question de la reconnaissance avant de se poser la question de la stratégie. Enfin, c'est un exemple. Mais c'est toujours intéressant de remettre cette perspective. Et même les peurs, les gens doivent avoir tellement de peurs... inconscient en fait, tu sais, qui te façonne, qui façonne ta façon de penser d'une certaine façon. Ouais, c'est très paradoxal les êtres humains. En même temps, je suis en train de réfléchir, je me dis ouais. C'est vrai qu'on devrait plus se poser ce genre de questions. Là, c'est à la fois tout le monde est tellement différent, a une richesse tellement incroyable, mais en même temps, je prends express au mot, mais ce qui nous agite un peu intérieurement, en fait. C'est à chaque fois les mêmes problématiques, quelque part. Enfin, les mêmes. J'entends de fond, je ne parle pas forcément des situations. Les situations sont toutes différentes. Mais le fond, parfois, effectivement, sur les besoins, sur les désirs de chacun, c'est très fort, quoi. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. On est une espèce, et donc forcément, la racine doit être la même, quoi, quelque part, dans les désirs, dans les peurs, Non, mais c'est vrai. En vrai, toutes les entreprises, j'ai envie de décréter ça, devraient avoir des formations de coaching, etc. Et même, alors, au collège, moi, j'avais eu théâtre, je crois, mais c'est dommage qu'ils faisaient pas tout le temps, c'était que le 4e, 3e, je crois. Mais c'est vrai que je trouve ça bien, par exemple, qu'ils mettent ça dans les écoles. Tu sais, tu peux avoir option théâtre à un moment. Ça, je trouve que ce soit physiquement ou intellectuellement, ça aide le théâtre. Surtout, alors, au collège, où des fois, on n'est pas forcément à l'aise, vu qu'on est en train on change, etc. On est en train de se construire quand t'es un peu adolescent. Et donc, je trouve que je pense à ça, c'est très bien, le théâtre. Ça... Ouais. En fait, on peut avoir une première lecture du théâtre. Je parle au lycée. Alors, évidemment, tout le monde ne veut pas être acteur ou actrice, évidemment. Et c'est vrai qu'on peut avoir une première lecture. Souvent, les parents vont forcer les enfants à mettre des enfants timides au théâtre, parce que je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais parfois c'est comme ça qu'on crée aussi des traumas. C'est-à-dire on peut aussi être timide et c'est ok. On peut aussi ne pas faire de théâtre et c'est ok. Mais en tout cas, le théâtre est souvent perçu aussi comme développer sa force de répartie, développer sa prise de parole, son rapport au regard à l'autre, au regard des autres, pardon. Donc c'est le développement de l'authenticité. Donc on peut aussi se poser cette question, cette liberté-là. Mais c'est aussi parfois juste la question de un bon acteur, c'est quelqu'un qui est disponible sur le plateau. C'est quelqu'un qui sait créer du lien avec son partenaire, qui arrive à être disponible, à se regarder vraiment. Pas
je vois l'autre dans mon champ de vision, mais je pense que à mon ça fait texte. partie ouais, c'est ça. Je pense à mon texte et je dois lui balancer mon texte. Et, en fait, c'est vraiment un bon acteur. Il prend le risque d'oublier son texte. Il prend le risque de se connecter à l'autre. Il prend le risque de créer quelque chose de vivant. Et ça, c'est une grande leçon aussi pour un acteur, mais qu'on transpose directement dans un coaching, dans un espace de coaching. C'est-à-dire comment je fais pour être réellement présent, vivant, à vraiment décider, à vraiment comprendre les enjeux qui me traversent, à accepter de pas tout contrôler, etc., etc. Donc il y a vraiment des liens très très forts. Ouais, c'est ça en fait entre tes deux milieux professionnels et de passion. Ouais, t'as un lien effectivement. Et même la présence physique, comme tu disais tout à l'heure, moi j'appelais ça l'aura, mais en fait oui, effectivement le mot présence représente ça. Que ce soit sur le théâtre, j'imagine. Qui est très importante, mais également du coup peut-être quand tu coaches les gens, que peut-être qu'il y en a qui prennent plus conscience de leur présence vraiment physique, et notamment s'il y a des enjeux, etc. Ouais, par exemple moi je suis en train de me dire, je sais pas si je suis très consciente des fois de ma présence physique, surtout au travail, tu sais, enfin je me suis jamais posé cette question, donc c'est intéressant. Peut-être que tu aides des gens à prendre plus confiance en eux, etc. La façon dont ils se tiennent, peut-être ils s'adressent aux gens. Ouais. Alors c'est pas un problème de posture, mais c'est de posture physique, j'entends, mais de posture presque intérieure, d'alignement avec soi. En fait, la présence, c'est aussi un alignement entre ce que je pense, mes émotions, ce que je vis, évidemment mon corps. C'est d'être ramené à ici et maintenant. Hic et nunc, comme disaient les latins, quoi. Mais ici et maintenant, c'est une des clés pour un comédien ou une comédienne, ou pour toute personne qui veut développer son leadership. Quand on parle de leadership, je pense le trait d'union que les personnes font, c'est surtout la capacité à fédérer autour de soi et à être suivi. C'est plutôt ça, je pense, la lecture qu'ils en ont. Mais en réalité, le leadership, c'est pas une clé magique où quelqu'un arrive et d'un coup il y a 100 personnes qui sont entraînées derrière lui comme une sorte de guide spirituel. Ouais. C'est pas trop ça le leadership. C'est concrètement c'est plutôt le rôle du deuxième qui est intéressant. Déjà la deuxième personne qui suit en entraîne une troisième, une quatrième, etc. Donc c'est un travail collectif plus que une sorte de compétence magique individuelle en réalité. Comment on arbitre, enfin un bon leader il se pose cette question, comment j'arbitre, et donc pour arbitrer telle ou telle décision il va s'appuyer sur ses équipes, il va essayer de comprendre, il va essayer de comprendre les enjeux, etc., etc. Donc c'est pas un outil magique, mais c'est plutôt un outil collectif, le leadership en réalité. D'accord, ok. J'avais entendu dans un podcast où c'était un historien, Franck Ferrand, je crois, qui disait que en fait, le leadership, c'est un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire, c'est les influenceurs. Enfin, on pourrait ramener le terme d'influence, et donc Oui, c'est ça. Le mot influence, il est assez bien choisi. C'est ça. Sauf que l'influenceur, il a quand même derrière une volonté commerciale qui est clairement assumée globalement. Tous les leaders n'ont pas... Alors, bien sûr, certains l'ont, mais pas tous. Il y a des personnes qui vont leader, qui n'attendent aucune contrepartie financière ou qui ne vendent rien. On a des leaders d'opinion, mais qui n'ont rien à vendre, si ce n'est qu'affirmer leur vision du monde, quoi. Oui, non, bien sûr, c'est vrai qu'en plus, oui, le terme influenceur, aujourd'hui, forcément, ça représente aussi un métier, et qui n'a rien à voir avec ça, effectivement. Alors, est-ce que je peux te demander, du coup, sur quoi, en ce moment, tu travailles? C'est-à-dire que, donc là, tu continues tes coachings, Est-ce que ça représente une moyenne dans ton travail, par exemple, je sais pas, 80% de ton temps, ou tu saurais le départager Oui, alors c'est toujours une question compliquée parce que chaque semaine est un peu différente en réalité. Donc, si je faisais une moyenne, donc moi j'ai une partie coaching, accompagnement, formation. Je suis également professeur dans une école de théâtre au Paris, donc une école de formation de l'acteur, donc aussi presque une activité à temps plein. Et j'ai une part artistique en ce moment je travaille sur des projets plutôt de médiation culturelle, d'accompagnement, justement dans des théâtres et c'est des projets intergénérationnels, donc ils sont assez intéressants, justement où je place la communication au cœur du projet artistique. Et donc tout ça se combine, se mélange dans un rythme, je dirais, mutant, qui évolue de semaine en semaine, avec parfois l'un qui prédomine, un autre qui disparaît, un autre qui réapparaît, enfin voilà. Oui, voilà, tu aménages ton emploi du temps, oui, suivant tes projets, etc. Il n'y a pas un emploi du temps fixe, avec des horaires fixes, forcément. Ok.
Et donc, par exemple, pour les auditeurs, est-ce qu'on peut aller, je sais pas, il y a des représentations, on peut aller regarder. Alors c'est vraiment une école de formation, donc il n'y a pas de spectacle accessible, sauf dans les dernières années où les étudiants vont pouvoir créer leur propre spectacle. Et bon, évidemment, c'est pas un théâtre, donc les jauges sont très limitées. Et souvent, les étudiants vont inviter leurs proches, concrètement. Hein. Donc c'est pas un théâtre dans lequel effectivement on peut. Ouais, on peut regarder un spectacle, Tout à fait, ou ouais. un théâtre, etc. Ok. Mais alors du coup, par exemple, si les auditeurs veulent aller voir tes projets, même intergénérationnels, est-ce qu'il y a des endroits que tu peux conseiller peut-être Alors on est sur Paris, par contre les gars, faut que vous soyez plutôt de la région parisienne, mais est-ce que tu aurais des endroits, je sais pas, à conseiller, à nous dire Alors moi, pour mon actualité, il y a ma page LinkedIn, en fait, tout simplement, sur lequel je publie régulièrement et sur lequel je mettrai les projets artistiques. C'est vrai que les projets artistiques, là, quand ça va être de la mise en scène, c'est toujours des projets au long cours, parce qu'en réalité, pour le coup, ça demande beaucoup d'organisation, de trouver une production, de se rattacher soit à un théâtre d'ailleurs, mais parfois aussi je travaille au cinéma ou à la télévision, donc c'est toujours des projets au long cours. Le projet d'acteur, lui, c'est un projet très court terme, hein, c'est est-ce que tu es disponible demain, la semaine prochaine? La mise en scène, c'est je cherche des gens qui sont disponibles dans 1 an ou 2 ans pour pouvoir mettre en place une production, donc c'est vraiment un autre métier, quoi, concrètement. D'accord. Ah ouais, je pensais pas. Ouais, je pensais pas que c'était aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, toi, on te demande de gérer la mise en scène. Tu demandes déjà à des gens dans leur agenda qui sont dans 1 an, 2 ans. Ouais, alors si le projet vient de moi, si je suis porteur du projet, il va falloir que je trouve la production, et donc ça prend énormément de temps. Si après il y a déjà ce qui m'est déjà arrivé aussi, une production qui arrive et qui me dit tiens Xavier, est-ce que tu t'es payé de telle date à telle date? Donc là évidemment c'est des temps qui sont très courts, mais du coup le metteur en scène ne définit pas le projet. C'est-à-dire le projet il a déjà été porté par quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme un réalisateur de film, si il y a, je sais pas, une production qui a décidé de faire tel ou tel sujet, qui a payé un scénariste pour mettre en place un film, en fait, il va aller attraper un réalisateur, mais qui va arriver sur la fin du projet. Mais la plupart du temps, c'est vrai que les réalisateurs, souvent, ils portent le projet eux-mêmes, et donc effectivement, ils vont pas sortir des films tous les 6 mois, en fait, parce que matériellement, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'on pense toujours réalisation au moment du tournage, donc il prend quelques mois au maximum, mais en réalité, il y a tous les mois, des mois entiers de répétition avant, de montage de production, de travail avec les équipes. Enfin, c'est un temps très, très, très long. Et le tournage, c'est vraiment juste une toute petite partie du travail. Et après le tournage, il y a le montage, la distribution du film ou de la pièce. Enfin, c'est vraiment des temps de projet très, très longs. Oui, alors que c'est vrai qu'on s'intéresse souvent au moment où c'est tourné, etc. Surtout au niveau des films, tu sais, où il y a les scènes même des fois qui tournent sur les réseaux sociaux, ou les scènes ratées, donc on aime bien regarder. Mais effectivement, c'est une infime partie d'un énorme projet. Est-ce que tu préfères, enfin, je sais pas si t'as une préférence, mais quand par exemple, on te confie un projet où c'est toi qui, par exemple, metteur en scène, qui gère tout. Là, par exemple, tu viens de dire, il y a des fois les réalisateurs ou les metteurs en scène arrivent sur la fin et ne dirigent pas forcément tout. Est-ce que tu as une préférence ou... Alors, c'est pas, j'ai envie de dire, ni le même métier pratiquement, ni le même plaisir aussi. Parce que, encore une fois, c'est aussi un lien que je fais avec le coaching. C'est comment j'arbitre un projet, comment je le décide, comment je le crée. Il y a cette idée un peu de création derrière. On crée un projet. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'idée de départ, pourquoi j'ai voulu représenter tel ou tel sujet, en fait, parce qu'il y a presque un besoin, quoi, vital, mais comment je l'aboutis après, c'est pour ça que la question de la production, souvent, c'est la plus difficile, parce qu'il faut arriver, tu as ton idée artistique, il faut qu'elle fasse écho directement chez quelqu'un qui, a priori, n'a pas la même vision, quoi. Donc, c'est pas le même c'est pas la même temporalité, c'est pas le même besoin, c'est pas le même désir, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Ok. Bon, en tout cas, de toute façon, je mettrai en barre de lien ton LinkedIn, etc. Avec pour ceux qui voilà, qui veulent aller voir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026, pour la suite, pour tes projets de manière générale Je te laisse souhaiter ce que tu veux. Ouais, de la réussite, hein, du bien, de la réussite, et puis des nouveaux clients. Enfin, je sais pas, plein de choses qui dans toutes tes passions seront utiles. On va dire merci beaucoup Marine, je te souhaite aussi une belle année 2026. Ce qu'on peut se souhaiter, c'est aussi peut-être un peu d'harmonie, un peu de paix aussi, et aussi je crois, c'est aussi moi ça que j'aime à la fois, c'est un autre point commun
au théâtre chez un acteur, une actrice ou sur un coaching, c'est aussi le fait d'oser être soi-même. C'est aussi oser prendre les décisions. Parfois, on prend des décisions aussi qui, en réalité, sont les décisions des autres, où on dit des choses qui, on pense, va faire plaisir à un tel, etc. C'est oser affirmer son point de vue, oser être soi, et c'est la chose peut-être la plus difficile. Être simple, la simplicité, c'est... Voilà, ça sera peut-être un autre mantra là qui vient de l'architecture, c'est le fameux l'assise mort de Mies van der Rohe. Moins il y en a, mieux c'est. Ça marche dans tout, je trouve, pas qu'en architecture, ça marche aussi en coaching. Moins il y en a, moins je cherche à paraître quelqu'un que je ne suis pas, et mieux je me sens, et mieux je peux choisir librement l'endroit où j'ai envie d'être, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. J'avoue, ça va être le mot de la fin, oser être soi. Et je mettrai les autres citations, mais elle est vraiment très belle, et pourtant c'est simple à dire, et c'est essentiel d'être aligné, donc ouais, oser... C'est plus difficile, je trouve. Ouais. Je crois qu'on vous souhaite à tous les auditeurs pour 2026, c'est oser être vous-même. Prenez un petit crayon et mettez-le sur votre miroir ou votre frigo, comme ça vous le voyez tous les jours, ça peut peut-être aider. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que cet épisode vous plaira. Et voilà, à bientôt. Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.